Demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Aujourd'hui, dans cette émission Mémoire d'un peuple, nous y revenons. Sommes-nous naturellement stupides? Le sujet paraît assez tiquant, hein? Est-ce que nous sommes naturellement stupides? Et quand je dis nous, c'est-à-dire africains, en particulier, et si vous voulez mieux, les Noirs. Et à travers l'évolution historique de notre développement, nous allons le démontrer ici dans notre émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mémoire d'un peuple qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale, culturelle, religieuse et que sais-je encore de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Nous sommes très heureux de le recevoir pour la deuxième fois sur ce plateau de Mémoire d'un peuple. Lui, c'est M. Balelo Patrick. M. Patrick Balelo, bonsoir. Bonsoir, M. Pigera. Et bienvenue dans cette émission qui vous reçoit pour la deuxième fois. Je vous en prie. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Alors, et vous, j'espère. Oui, naturellement, hein, moi, je vais toujours bien. Je rappelle ici que vous êtes plasticien. Oui. De formation d'ailleurs. Plasticien de formation. Vous êtes auteur et chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation. Absolument. Ça, c'est vraiment votre domaine de prédilection. Oui. La première émission, nous l'avons focalisée sur le système éducatif congolais. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour essayer un peu de le revoir? Où en êtes-vous avec la démarche? Bon, les démarches sont en train de continuer. Je n'attends que la suite des autorités parce qu'apparemment, ils sont un petit peu ailleurs. Et de mon côté, moi, je fais ce que je dois faire et je n'attends que leur suite, au fait. Alors, vous êtes convaincu qu'il faut changer le système éducatif congolais 57 ans après? C'est un impératif. L'adapter par rapport à nos réalités. C'est un impératif parce qu'il est patent que notre problème est totalement social. Parce que c'est totalement anormal, avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles et potentiel humain, que nous soyons ce que nous sommes. C'est totalement anormal. Donc, si nous sommes ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons comme potentiel naturel et géologique ou humain, on sous-entend, c'est que c'est un problème d'ordre moral ou d'ordre psychologique. Et c'est très important que nous puissions toucher le moule qui est censé créer le type d'individu parce qu'en modifiant ce type de moule, nous arriverons à créer des humains qui seront à l'image dont nous avons besoin pour le Congo. Très bien. Alors, M. Patrick Balelo, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Ah, merci, je vous en prie. Ok. Alors, deux petites questions introductives qui vous sont directement liées. Je reviens encore. Quelqu'un me disait dans le premier numéro que nous avons produit, il y avait une espèce de dichotomie, si vous voulez. Il y avait une espèce de contraste entre la posture de Patrick Balelo et ce qui sortait de sa tête. La personne ne se retrouvait pas. Il s'est dit, mais est-ce que c'est le même individu? Alors pourquoi vous êtes toujours dans ce look qui paraît quand même assez particulier, des cheveux là longs qui coûtent beaucoup pour l'entretien, parce que si quelqu'un me disait que ce genre de cheveux, si vous ne les entretenez pas comme il faut, donc ça ne fait pas propre, alors que vous les avez jusque là derrière. Vous avez une barbe, oui, vraiment en artiste. Vous êtes à l'aise dans ce look ici? Au fait, là, je me sens moi. Si je me force à copier comment autre vous sentez-vous? personne, je me sens vrai et je me sens moi. Parce que ce qui est vrai, je n'ai jamais aimé l'hypocrisie parce que je n'ai pas ce don-là, au fait, en moi. Et la meilleure façon de me sentir dans mon être, oui, donc c'est d'être la manière dont l'intérieur de mon être semble m'indiquer. Donc là, je suis vrai par rapport à moi et je me sens comme ça, voilà. Donc vous vous sentez à l'aise quand vous êtes à comme l'aise, ça. absolument. Alors, on échangeait parce qu'il faut dire qu'avec vous, c'est toujours le débat d'idées, les débats scientifiques, les débats du développement. Faites-nous ces petits calculs par rapport à la gestion, à la notion de la gestion du temps de la vie de quelqu'un. Ah, vous savez, les Quinois et les Congolais en général, les Quinois en particulier,
Ce sont les femmes, c'est boire la bière, c'est faire le staff, tout ça. Mais vous m'avez fait réfléchir autrefois. Pour quelqu'un qui a 60 ans, j'avais fait les calculs, vous me le disiez. Nous avons fait 365 fois 60, ça nous avait donné 29 100 jours. Absolument. Donc quelqu'un qui a 60 ans n'a fait que 29 100 jours seulement. Absolument. Et là, vous avez fait des révélations en termes de calculs. Ils sont plus simples parce que l'éducation que nous avons reçue ne nous permet pas de pouvoir avoir la notion du temps, la notion de la gestion du temps. On n'a pas le sens de la responsabilité simplement parce qu'on pense que nous avons tout le temps à notre disposition. Donc nous pensons à ce que demain sera ce que c'est qu'aujourd'hui, tout en oubliant que nous sommes limités dans le temps. Et quand on comprend qu'on est limité dans le temps, notre passage sur Terre ici ne peut pas être un accident sexuel parce que à en croire beaucoup de gens, je comprendrais que la vie est une forme d'accident, de maladie sexuellement transmissible, mais dont beaucoup n'ont jamais compris le sens de leur existence. Et je pense que quand on comprend la notion du temps, eh ben on comprend qu'on ne peut pas les dépasser n'importe comment. Il faudra que nous soyons focalisés sur la mission que nous devions accomplir sur cette terre. Sur l'essentiel. L'essentiel. Et quand on calcule exactement la manière dont j'ai tenté de vous expliquer, on se rendra compte qu'on n'a pas tout le temps entre nos mains. Déjà, on perd totalement le 1/3 de notre temps de vie. C'est tout à fait logique parce qu'on a 24 heures chaque jour et dans ces 24 heures, il nous faut dormir. Et en moyenne, les gens dorment à peu près 8 heures. Et lorsque vous prenez le temps où la personne était inconsciente, c'est-à-dire de son enfant jusqu'à ce qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il est exactement. Vous vous rendez compte que c'est quasiment 18 ans que quelqu'un prend conscience de qui il est exactement, après toutes les formations qu'il subit. Et vous deviez enlever ces 18 ans-là aussi, dans le peu de temps qui nous reste, dans le 2/3 qui reste. Nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui a 60 ans. Il serait mieux de prendre l'exemple de quelqu'un qui a 30 ans, par exemple, parce que là, ce sera plus simple. 30 ans, donc en sous-entend, il a aux alentours de 10 000 et quelques jours. Vous enlevez déjà le 1/3 de ce 10 000, donc il doit rester avec 7 000 et quelques jours. Et dans ce 7 000 et quelques, vous prenez les 18 ans de formation. Vous essayez de comptabiliser les heures qui lui restent, au fait, ou les heures qu'il a eu à utiliser, parce que vous vous rendez compte que l'école lui consomme quasiment le 1/3 aussi de temps pour sa formation. Ensuite, après l'école, on rentre, on suit la télé, qu'on sort, on cause avec des amis, on mange, on dort. On dort. Quand vous associez tout ça, vous vous rendez compte que par jour, ce n'est rien que quelques minutes que quelqu'un peut posséder pour faire des choses importantes. Et quand vous l'associez maintenant avec l'ensemble, vous essayez de retrancher tout ce temps dont je vous ai parlé, vous vous rendez compte que celui qui a 30 ans n'a peut-être contre ce main, peut-être une centaine de jours qui peut faire des choses importantes. Or, vous vous rendez compte qu'ici... moins d'une année. Moins d'une année. Parce qu'une année a 365 jours. J'ai essayé de mener des calculs dans ce sens, donc vous vous rendez compte que généralement, mais 60 ans, ça nous paraissait un peu plus... Ça paraît long, mais c'est très court. Ça paraît long, mais c'est très court. Parce que vous pouvez le comptabiliser de manière physique. Parce que ce n'est pas si long, le 29 et quelques mille jours dont vous avez calculé. Donc, quand on prend conscience qu'on n'a pas tout ce temps-là, je crois qu'on doit se focaliser aux choses essentielles. La distraction est importante, mais si la distraction devient totalement votre ambition dans la vie, je crois que vous n'avez pas compris ce que vous êtes. Vous n'êtes qu'un simple accident sexuel et je pense que le parent aurait pu planter. L'essentiel même de votre existence, ça n'a pas de sens. Dans votre existence, n'a pas de sens. C'était important, c'est ça aussi, mémoire d'un peuple. Ouais. Il fallait rappeler ces genres de notions. Je vois Bamouyani en train de dire que c'est vrai, lui, il n'a que 32 ans, donc il faut faire un effort. 31, il faut faire un effort de voir que l'essentiel de tout ce que tu as fait ne peut être que pour 3 ans ou 2 ans seulement. Mais non, je dois préciser une chose. Par rapport à ces calculs, la chose à faire la plus importante, c'est notre participation à l'évolution de l'humanité. Chacun le fait à sa manière. Ah oui. Donc, ce sont ces types d'objectifs qui font en sorte que nous ayons des hommes que nous pouvons qualifier des hommes de valeur. Donc des gens qui ont sacrifié leur vie ou leur temps pour l'évolution de choses de l'univers. Or, on n'est pas un homme de valeur lorsqu'on fait ce que monsieur tout le monde fait. On est un homme de valeur lorsqu'on peut faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Vous comprenez cela? C'est quand on prend conscience de tout ça
c'est là que vous constaterez qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils pensent qu'ils s'en foutent de demain, ils pensent que c'est l'instant simplement à vivre. Il est important de vivre à l'instant, mais il est aussi mieux de projeter vers l'avenir. Très bien. Sommes-nous historiquement ou naturellement stupides? Quand je disais que c'est nous, les nous là, c'est les Africains, les nous là, ce sont les Noirs. Alors, parlons un peu des origines de l'être humain. Vous avez la parole, M. Patrick Balelo. Bon, au fait, d'abord, je tenterai de répondre de manière sommaire à votre question. Si nous sommes naturellement stupides, la stupidité, c'est une forme de lenteur dans la compréhension des choses. Parce qu'une personne qui est normale, il comprend les choses avec une certaine vitesse, au fait. Or, on considère que tel ou tel est stupide du fait qu'il n'arrive pas à comprendre les choses, la manière dont il devait, voilà, comme les autres. Donc, la stupidité est comparée par rapport aux autres. Alors, il faut dire, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit que vous êtes stupide, c'est une injure. Non, ce n'est pas une forme d'insulte, mais c'est un adjectif qualificatif. Ah oui, c'est un adjectif qualificatif, mais qui n'est pas forcément une injure. Voilà. La lenteur dans la réflexion. Quelqu'un qui comprend en retard. Qui comprend en retard. Donc, à regarder les Africains, ça se dit dans nos rues, sur nos rues plutôt, que l'homme noir apparemment c'est une bête, c'est quelqu'un, il est stupide, c'est l'image du diable en personne, selon les religions dites révélées ici, là. Donc on a tendance à remplir tout ce qui est négatif de l'humanité à cet être. Or, quand on comprend que l'origine de tout ce qui est humain, c'est ce type de cheminement des hominidés, elle a été africaine du début jusqu'à la fin. C'est là qu'on pourrait essayer de remettre un petit peu ces thèses en cause, au fait. Donc, de premier abord, je dirais que l'homme noir n'est pas naturellement stupide, mais il l'est devenu. Il l'est devenu simplement pourquoi? Parce qu'il a reçu une éducation qui n'était pas la bonne par rapport à lui. Ensuite, les autres acteurs de l'éducation, tels que les églises et consorts, participent à cette aliénation qui fait de lui un être plus ou moins hébété. Donc, il y a une série de tests, une expérience qui s'est réalisée dans la ville de Dundee, en Nouvelle-Zélande, sur l'inné et l'acquis. On s'est rendu compte que le facteur le plus influent pour la vie de quelqu'un, c'est plutôt l'acquis. L'acquis, c'est le fait de l'éducation, en fait. L'inné, c'est notre patrimoine génétique. On se rend compte que quand quelqu'un il peut avoir des défections dans son patrimoine génétique, mais s'il reçoit une éducation adéquate, une telle personne pourrait être une personne noble dans la société. Mais lorsqu'on lui donne une éducation qui est totalement fausse par rapport à la réalité qu'il le mérite, on sous-entend une telle personne pourrait totalement être perdue. Et c'est le cas des Africains, notamment des Congolais. C'est le cas des Africains et notamment des Congolais. Absolument. Alors, il faut le dire, hein, l'homo sapiens, il y a un adage qui dit qu'on nous l'a même montré, monsieur Patrick Balelo, oui. Vous et moi à l'école. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité? L'humanité, c'est un terme qui est tiré de l'humain. L'humain, c'est un terme populaire pour désigner une espèce dans la grande famille des hominidés. Oui. Les hominidés sont les grands singes qui constituent le lignage des hommes et des autres singes dont nous connaissons. L'humain, en réalité, dans des termes scientifiques, c'est l'homo sapiens. Donc, homme sage, c'est ce que cela signifie, homme intelligent. Eh bien, quand on regarde toutes les matières vivantes sur cette terre, vous vous rendez compte que nous avons tous un élément en commun. Cela est inscrit dans notre génome. Quel est cet élément en commun? Là, vous parlez par rapport à toutes les races du monde. Le génome, pas toutes les races. Je rentre dans l'origine de vivants. Oui, des vivants en général, oui, des vivants. Bon, il y a une forme de principe que certains comprendront, l'unicité dans la diversité dans l'unité. Nous venons d'une chose qui était simple, un organe qui était très simple et qui a commencé à se complexifier avec le temps pour essayer de prendre différents lignages. Et c'est ce qui a créé toute cette diversité de vivants que nous avons sur Terre. Donc, à vrai dire, nous autres humains, nous avons un ancêtre commun avec le reptile, nous avons un ancêtre commun avec le microbe. Je vous dirais par exemple, nous avons quasiment le même dans notre génome. Le génome, c'est notre information génétique, au fait. Nous avons quasiment le même génome avec le microbe à presque 40%. Les microbes tels que, par exemple, les algues.
à 40%. Par exemple, avec ces volailles ici, là, comment on les appelle? Les coqs, ça tourne aux alentours de 60 et quelques %. Nous avons quasiment à 98% le même génome que le chimpanzé. Vous comprenez? Donc, la vie était simple initialement, elle a commencé à se complexifier. Elle a commencé à se complexifier avec le temps jusqu'à ce que ça puisse donner toutes ces diversités dont nous avons. Mais il est arrivé un moment où il y a eu l'espèce des hominidés premiers qui ont pu prendre existence sur la Terre. Et ces hominidés ont pu exister premièrement où c'est? En Afrique. Parce que le seul coin du monde où il y avait toutes les possibilités de recevoir la vie dans cette forme-là, humaine, eh ben, c'était en Afrique ici. Et ces hominidés ont pu évoluer. Bon, les gens pensent qu'on dirait que le singe il se lève du matin et demain il se réveille, il lève son dos et ensuite il devient ce que nous sommes. Or, ce n'est pas le cas. Au niveau de ces transformations, c'est le fruit des mutations génétiques. Oui, des mutations génétiques, de l'évolution génétique. Les mutations génétiques, ces mutations génétiques sont dues à la sélection naturelle. Je m'explique. La nature est appelée à aller dans le désordre. Parce que le désordre crée l'ordre, et l'ordre crée un désordre. Et le désordre crée un ordre nouveau encore. Donc, nous allons comme ça. La nature a tendance à se complexifier de plus en plus. Je donnerai l'exemple pour faire comprendre aux Congolais. L'exemple de téléphone. L'ancêtre du téléphone, je ne sais pas si vous vous rappelez encore de l'époque de Télécell et consorts, Ah oui. ou même bien avant avec nos téléphones fixes à la maison, bah, ça n'avait pas toutes les options que nous avons de nos jours. Et peut-être c'était qu'une seule marque à l'époque. On a commencé avec l'Ibo, quoi. L'ICA, quoi. C'était... Il faut être un membre du bureau politique de l'aide, Voilà. d'un père pour avoir ça. Voilà. Il faut être du SNIP pour tenir ça et tout le monde venait regarder. Lorsque vous regardez cette technologie-là, vous vous rendez compte qu'elle était simple initialement. Mais avec le temps, on a commencé à ajouter des histoires en fonction de besoins que nous avons eus. C'est comme ça aussi que la vie tend à évoluer. La vie a commencé simple et avec le temps, vu des contraintes liées géographiquement, eh ben, c'est ceux qui avaient eu cette capacité de pouvoir s'adapter par rapport aux réalités qui avaient la grâce de pouvoir évoluer. C'est ainsi que il y a eu une forme de transformation génétique qu'on appelle mutation chez certains êtres. Ça ne s'est pas produit chez tout le monde. Chez certains, les autres ont pu disparaître parce qu'ils ne se sont pas pu adapter par rapport aux contraintes géographiques et climatiques qu'ils ont eu à trouver. Tandis que le lignage Homo sapiens a pu développer par erreur, parce que les mutations sont le fruit des erreurs de copie de gènes lors de la division cellulaire, et ben, c'est par erreur que nous avons pu évoluer jusqu'à ce que la nature a pu créer en nous cette singularité dont nous avons. Donc, à vrai dire, toutes les espèces d'hominidés existant sur Terre avaient ses racines en Afrique. Ensuite, dans l'évolution, après l'Homo habilis, il est arrivé qu'il y a eu une autre mutation qui s'est faite. Cette mutation a pu mettre en place l'homme que nous avons de nos jours ici, l'Homo sapiens, qui a pu apparaître. Les dernières recherches démontrent que c'est quasiment 300 000 ans qu'il a été découvert l'autre fois vers le Maroc. Bon, avant, c'était vers la région du Kenya, oui, qu'on avait découvert un être plus ancien de 200 000 ans. Je parle de l'Homo sapiens, oui, donc les ancêtres de l'humain actuel. Donc, cet être avait une spécificité par rapport aux autres. Eh ben, il avait la conscience. Il avait développé la conscience. C'est le fruit de l'évolution qu'il a subi. Ensuite de cela, il avait la capacité de pouvoir créer des raisonnements très sophistiqués par rapport aux autres. Vous comprenez ? Les autres, c'était, comme vous voyez, c'est le singe, c'est du direct. Mais tandis que lui était devenu plus réfléchi, plus sophistiqué dans la réflexion. C'est ça même la singularité de notre intelligence qui nous a différenciés avec les autres là. Oui, avec les autres, oui, avec les animaux, généralement, absolument, nous sommes dotés de la raison. Absolument. Et cet Homo sapiens a pris naissance en Afrique. Il a pu se multiplier. Et ensuite, en atteignant un nombre, il y a eu un groupe, un sous-ensemble de l'ensemble africain qui a pu sortir hors d'Afrique. Vous comprenez cela? C'est cette espèce-là qui a pu coloniser tous les autres continents pour former l'humanité telle que nous la connaissons maintenant. Donc si l'homme n'était pas sorti, si cet Homo sapiens initial, sa grande famille n'était pas sortie hors d'Afrique, eh ben, on aurait le type d'individu dont nous avons ici, sur Terre, ici, en Afrique, ici. Il aurait pu être noir. Pourquoi? Parce que on nous a trop souvent menti par nos églises obscurantistes que notre couleur de peau est l'incarnation même
du malin, de la malédiction de Cham. Et pourtant, en réalité, notre couleur de peau, la carnation un petit peu foncée que nous avons, c'est le fruit de l'adaptation. Nous sommes un petit peu dans la Bible, hein, avec l'histoire de... C'était qui encore là? Noé. Et qui s'est un petit peu enivré là, en Oui. revenant avec sa fille. Bon, on dit que les Noirs seraient venus de là. Ça n'a pas de sens. Une race maudite, Ça n'a pas de sens. une race qui vient des origines pareilles. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la notion de race ne s'applique pas chez les humains, puisque nous avons une même unité génétique dans toute l'humanité. Ensuite, il est démontré, il est patent, que les traces les plus anciennes de l'existence de l'humain, de l'Homo sapiens, telle que nous la connaissons de nos jours, c'est ici en Afrique. Comme je vous ai dit, il y a 300 000 ans. Et dans tout le reste du parti du globe, vous vous rendez compte que ce sont les restes qu'on a découverts là, des plus anciens êtres, sont inférieurs par rapport au temps qu'on a trouvé ici en Afrique. En Afrique, c'est 300 000 ans, au Moyen-Orient, parce que c'était à partir du Moyen-Orient qu'il a pu sortir pour aller vers l'Asie. Et puis ensuite, l'Asie, certains ont pu progresser vers l'Amérique. D'autres sont allés en Australie, et puis un autre groupe est allé en Europe. L'Europe a été habitée il y a seulement 40 000 ans. Donc c'est le dernier continent, hein, c'est le plus jeune des continents. Le plus jeune des continents à être habité, par l'Homo sapiens, la forme dont nous savons, oui. C'est l'Amérique. Il y a seulement 20 000 ans, par les détroits de Bering, que l'Homo sapiens a pu progresser jusque dans le secteur là du fond de l'Asie, pour essayer de traverser et aller vers l'Amérique. Donc l'Europe et l'Australie, c'était les avant-derniers continents que l'homme a pu pâter. Il y a 40 000 ans qu'il était en Australie, il y a 40 000 ans qu'il est entré en Europe. Et il y avait une raison pour ça. La raison était que cette région européenne, il y avait un autre type d'humain déjà qui existait là-bas, un autre singe qui a pu sortir avant, hors d'Afrique, mais qui a pu muter génétiquement, différemment des autres singes qui étaient ici en Afrique, qu'on appelle l'homme de Néandertalis, qui est une forme d'homme archaïque. Mais ce n'est pas un humain comme vous et moi. Mais en termes généraux, on pourrait le qualifier d'humain. Cet homme a habité là-bas pendant 500 000 ans. Mais tandis que quand l'Homo sapiens est sorti hors d'Afrique, il y a 70 000 ans avant notre ère, il a croisé ce type de premiers habitants dans ce coin-là. Mais il ne pouvait pas envahir l'Europe parce que l'Europe, durant une période de 100 000 ans, l'Europe a connu ce que nous appelons l'ère ourmienne, une période de glaciation qui a duré quasiment entre 100 à 120 000 ans, qui n'a rien que fini 10 000 ans avant l'an zéro. Vous comprenez? Donc, durant tous ces temps, la vie en Europe n'était pas propice pour l'homme en Europe. C'est ainsi qu'il a pu passer son temps dans les autres axes. Et ensuite, ce n'est rien que vers la fin de cette glaciation que l'Homo sapiens a pu entrer dans ce territoire. Et puisqu'il vient d'Afrique, comme je l'ai dit, la spécificité de notre couleur de peau n'est pas le fruit d'une malédiction. Elle est le fruit d'une adaptation. Oui. Elle est le fruit d'une adaptation des conditions naturelle, une adaptation naturelle pour notre survie. Je m'explique. Notre peau, nous avons besoin de l'ensoleillement pour pouvoir transformer le vitamine D naturellement, pour pouvoir éviter le rachitisme. Le vitamine D, en réalité, sert à alimenter les os, le vivifier. Oui. Donc, ça se fabrique naturellement dans notre corps, à travers les rayons solaires qui nous frappent. Ça transforme le sébum en cela et ensuite, ça nourrit l'intérieur là-bas. Or, tous les rayons du soleil ne sont pas bons pour notre santé. Il y a de ces rayons qui sont à tendance cancérigène. Il se fait que notre corps, partant du principe établi par Gregor Mendel, qui stipule le phénotype qui est les traits extérieurs que nous observons chez l'humain, le génotype qui est l'information génétique de notre génome, le phénotype n'est rien d'autre que l'interaction entre le phénotype n'est rien d'autre que l'interaction entre le génotype, dans notre information génétique, et notre environnement. On sous-entend, le corps est appelé à s'adapter, à survivre. Donc pour survivre, il doit s'adapter. Et pour s'adapter dans notre milieu africain, il était important pour nous de pouvoir produire de la mélanine. La mélanine, c'est ces substances qui nous colorent en noir. Vous comprenez cela? La mélanine a pour importance en réalité de filtrer le bon rayon dont le corps a besoin pour pouvoir fabriquer la vitamine D pour nos os. Ces produits dont les albinos ont du mal à avoir. Les albinos n'en ont pas. Ils ont des problèmes de peau. Les albinos n'ont pas de mélanine. Ils n'ont pas de mélanine, raison pour laquelle lorsqu'ils sont exposés au soleil, vous vous rendez compte qu'ils souffrent des maladies bizarres de peau. Vous comprenez? Nous autres, nous en avons. C'est ainsi que quand il fait très chaud, on marche sous le soleil, notre corps a tendance à produire encore plus de mélanine pour pouvoir filtrer de plus en plus le soleil. Donc, les gens qui sont très noirs,
eh ben, c'est un avantage par rapport à notre milieu de vie. Vous comprenez cela? Et quand l'Homo sapiens a commencé à quitter hors d'Afrique, c'est là qu'il s'est rendu compte que le degré d'ensoleillement était moindre. Vous comprenez? Son corps devait s'adapter. Et bien, le corps s'est rendu compte que ce n'était pas assez important de pouvoir produire de la mélanine comme ici en Afrique. Comment je saurais expliquer cela? C'est le fait que... Parce que c'est pas que le corps a un cerveau à l'intérieur de lui qui lui dit des choses à faire, hein, mais c'est simplement le corps a remarqué que la nature a remarqué que ceux-là qui avaient des facultés de résistance, hein, d'assimilation de rayons solaires pour transformer le vitamine D naturel dans leur corps, avaient la capacité de se reproduire plus par rapport à ceux-là qui n'avaient pas cette capacité parce que dans ces régions-là, ils souffraient du rachitisme. Vous comprenez? Leur zone n'était pas solide et ils mouraient, ils ne pouvaient pas procréer. Or, ceux-là qui avaient cette mutation, qui leur permettait de pouvoir diminuer un petit peu la production de mélanine, c'était ceux-là qui avaient pu résister. C'est ainsi qu'ils ont pu transmettre ces gènes-là à leurs descendants. Oui, on va évoluer, Ouais. M. Patrick Balelo. À bien vous suivre et à bien vous comprendre, je ne sais pas si je peux qualifier ça ainsi, les autres continents, parce que vous m'avez évité de parler des races. Ouais. Hein, vous dites qu'on parle... C'est un terme qui ne oui, peut pas s'employer scientifiquement parce qu'il est démontré que nous avons une seule une même unité origine. génétique. Voilà. Alors, on peut considérer ça comment? Comme les sous-continents africains qui se sont dispersés ailleurs, ou comment, et sur base de l'évolution, je dirais, environnementale-climatique, comme vous étiez en train de le dire, nous avons, géographique, ouais. Nous avons les Européens qui sont par exemple des peaux blanches là, nous avons les Chinois, tous les autres, mais en réalité tous viennent de l'Afrique. Les études pointues en génétique démontrent à suffisance que les autres groupes d'hommes hors d'Afrique sont représentés comme une forme de sous-ensemble par rapport à l'ensemble africain subsahérien, je précise encore, subsahérien. Parce que le Maghreb est habité par un autre groupe de gens qui sont venus d'ailleurs et qui ont pu envahir ces régions-là. Donc, les autres groupes hors d'Afrique sont génétiquement avec de faibles taux de mutation. Par exemple, vous allez prendre chez deux Boshiman, vous avez une différence génétique au niveau des mutations d'au moins 80. Tandis que chez les Européens, les Asiatiques, vous vous rendez compte que c'est quasiment une vingtaine seulement de gènes différents. Et puis lorsque vous regardez tous les gènes qui composent ce peuple-là, vous vous rendez compte que tous ces gènes-là, toutes ces mutations, sont présents dans l'espèce africaine. Vous comprenez? Dans le sous-espèce africain. Sont présents à l'intérieur. Donc ça se présente comme une forme de sous-ensemble. C'est ici en Afrique que l'homme a réalisé les plus grandes mutations génétiques possibles. Et tout ce que vous voyez à l'extérieur de l'Afrique ne sont rien que ces spécificités africaines qui se sont magnifiées dans ce rayon-là, dans ces régions du monde, et qui ont pu permettre à ces types d'individus qui remplissent ce coin-là de pouvoir survivre, en fait. Bon, il faut le dire, M. Patrick, et là je suis un peu tenté, après toutes ces démonstrations, parce que selon les textes bibliques et d'autres livres de recherche, on consacre notre origine par rapport à ces deux êtres, à ces deux ancêtres communs que nous avons, Adam et Ève. Vous l'avez démontré dans l'évolution, mais je suis maintenant tenté de vous poser des questions qui nous sont liées, les Africains. Et vous conclurez peut-être à la fin de l'émission à la grande question que nous avons posée, si nous sommes naturellement stupides. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les Noirs, avec les Africains? Si eux peuvent être à la base de tout ce que vous dites, mais comment aujourd'hui nous sommes considérés comme les derniers sur la liste? Je crois qu'on va y arriver dans le futur développement de ce que nous allons faire, mais nous devions aller mollo parce que là, on ira vite à la besogne pour aller à cette conclusion-là. Mais de manière sommaire, je dirais, comme le disait deux fois Victor Hugo, de l'ignorance naît l'inconscience. Et moi, j'ajoute de l'inconscience naît l'irresponsabilité. Dans quel sens? On est ignorant de qui on est. Vous comprenez? Oui. On est ignorant de qui on est. Et puisqu'on est ignorant de qui on est, on ne sait pas s'aimer. Parce que l'école et les autres acteurs de l'éducation ont pu nous faire comprendre que nous sommes une malédiction. Et quand quelqu'un ne sait pas s'aimer, quand il ne sait pas qui il est, il ne sait pas s'aimer soi-même, eh bien, il ne saura aimer celui qui le ressemble. Vous comprenez cela? Donc, puisque déjà, il s'est haï naturellement, il ne saura pas aimer celui qui le ressemble. C'est ainsi que vous vous rendez compte, chez nous autres Africains, nous avons tendance à aimer les autres
plus que nous-mêmes. Bon, je parle des Africains contemporains parce que j'ai quand même, durant mes recherches, fait des expériences dans des milieux ruraux plutôt, et dans les milieux ruraux qui n'ont pas subi la culture urbaine telle que nous l'avons ici. Dans différents pays d'Afrique et ici chez moi au Congo, je me suis rendu compte que la nature humaine africaine, c'est une nature réellement humaine plutôt, dans le sens nous savons aimer l'autre naturellement. Mais quand vous remarquerez, on a toujours considéré la vie. Le continent africain, surtout vous avez voulu qu'on parle de l'Afrique subsaharienne, comme étant cette Afrique qui est la plus hospitalière. Oui. Oui. Naturellement. Naturellement. C'est une de nos caractéristiques les plus en vue. Absolument. Or, vous remarquerez que l'égoïsme s'est plus installé dans nos villes. Vous comprenez? Et vous remarquerez dans nos milieux urbains. Et vous remarquerez les premières personnes à faire preuve de cet égoïsme. Parce que lorsque vous demandez à un Congolais lambda, c'est quoi le problème du Congo ou de l'Afrique, ils vous diront l'égoïsme. Hein, chez nous, on dira Mutema Mabe. Mutema Mabe. Même a chanté ça, que nous avons ce Mutema Mabe, même en sachet, chacun de nous. Oui. Les contrastes s'installent, Patrick, pour ouvrir cette parenthèse. Oui. Aujourd'hui, tout le monde à Kinshasa prie. Mais tout ce qui se passe là, moi je me dis, mais quelle contradiction. Et ceux qui vont chaque dimanche à l'église là, toutes ces églises qui sont remplies de personnes en train de pleurer en priant. Mais pourquoi il y a la prostitution, il y a les vols, il y a ces Mutema Mabe. Alors depuis un temps, je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre cette contradiction. La compréhension est plus simple. Vous vous rendez compte qu'on a été infecté. On a été infecté lors des périodes de l'esclavagisme, ensuite durant les périodes de la colonisation. Dans quel sens? On nous a arrachés dans notre nature africaine, on nous a retranchés de l'histoire pour nous replacer derrière l'histoire des autres. Vous comprenez cela? Donc on nous a retranchés de l'histoire. Retranchés de l'histoire dont nous avons été premiers pour nous placer derrière dans l'histoire des autres. Vous comprenez cela? Ah oui. Donc on nous a dit que nous sommes le malheur de l'univers. On dit de nous, nous sommes devenus proches des bêtes. Nous sommes des gens trop égoïstes. Vous remarquerez que les premières personnes qui ont fait preuve d'égoïsme, ce sont ces gens-là qui sont sortis de l'école à l'occidentale, telle que nous continuons à la pratiquer de nos jours. Parce que cette école, dans ses mécanismes subtils, encourageait cet individualisme, qui est contraire à la nature africaine, qui est collectiviste, au fait. Vous comprenez cela? Donc, pour comprendre notre problème, il ne faut pas aller plus loin. C'est simplement aller dans ce moule qui est censé programmer notre façon d'être. Parce que le moule est comme une forme de... celui qui programme, en fait, un programmeur. Lorsque vous remarquez que votre logiciel ne fait pas les choses telles que vous l'avez prévu, c'est que c'est vous qui avez mal programmé. L'école est une forme de moule, comme je l'ai toujours dit. Lorsque vous remarquez, vous voulez par exemple créer la clé par exemple pour une maison. Lorsque vous remarquez que vous prenez la pâte qui est l'individu, quand il vient à l'école, il est fraîche au fait. Hein, mais pardon, il est frais et il n'a pas subi d'autres modifications, il est malléable. Et l'éducation donne la forme. Lorsque vous le mettez dans le moule social, ce moule-là, c'est l'école. Vous comprenez? Et les autres acteurs de l'éducation, les églises et consorts, nos environnements sociaux. Lorsque vous le plaquez à l'intérieur, et lorsque vous essayez de prendre ces clés-là, vous essayez de le placer dans la serrure sociale, vous vous rendez compte que ça ne tient pas. Comprenez simplement que votre moule n'est pas le moule qu'il faut. Vous comprenez cela? Donc, nos défauts sont d'ordre psychologique qui est lié à notre type de formation. Donc, l'acquis qu'on donne à nos enfants, ce n'est pas la bonne. C'est ce qui crée tous ces individus égoïstes que nous avons et qui crée une société qui tend à évoluer dans une anomie la plus inimaginable. Et moi, j'aime toujours le dire, M. Patrick Balelo, je me dis, le Congolais en particulier, l'Africain en général, est appelé à être déprogrammé pour être reprogrammé. Absolument. Et surtout au regard de ces systèmes éducatifs que nous avons, hein, à l'occidental. Oui. Hein, à l'occidental. Voyez quel type d'hommes que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Ça pose problème.
on voit tous ces dirigeants être chrétiens catholiques souvent, aller célébrer leur nomination dans des paroisses lorsqu'ils sont élevés. Mais on se demande pourquoi le budget n'est pas exécuté convenablement, pourquoi il y a des détournements, pourquoi il y a ceci ou tel bavure au niveau de la gestion de la chose publique. On se dit qu'il y a réellement un problème dans le chef du Congolais. Et 57 ans après, ça ne peut pas continuer comme ça. A posteriori, j'ai conclu que l'élite congolaise ou africaine ne croit pas en son continent. Ils ne croient pas en l'Afrique. Vous savez, ici, on a la facilité de voir le génie dans une personne qui simplement critique. Critique ce qui ne va pas. Il est bien bon de critiquer, c'est la première étape. Mais la deuxième étape serait de mettre des solutions réalistes, pas des solutions trop utopistes, telles qu'on a tendance à écouter auprès de cette élite, qui vous parleront des histoires qu'ils ne sauront jamais réaliser. Vous comprenez cela? Et ce n'est pas un fruit du hasard. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est parce qu'ils pensent comme nous autres, citoyens de ce pays en général, parce que moi je ne fais pas partie de ces gens-là, qui pensent que l'Africain est un être maudit. Et ces gens-là ne se forcent même plus à pouvoir essayer de transformer. Leur seul objectif, c'est de prendre leur part du gâteau et de fuir et d'essayer de construire leur famille. Donc, des égoïstes. C'est ce qui incarne l'élite congolaise ou africaine dans sa globalité. Pourquoi ils se comportent comme ça? Ce n'est pas un fruit du hasard, c'est simplement parce qu'ils ont été mal programmés. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que tous ces gens-là ils sortent tous de l'école. Ce sont des licenciés, des docteurs en ceci, des docteurs en cela. L'autre fois, j'ai entendu quelqu'un qui a failli me faire comprendre que vers les années 60, nous avons eu soi-disant le meilleur système éducatif du monde. Et moi, je lui ai demandé, c'est par rapport à quel facteur dont tu essaies de me confirmer cela. Et il me dit, nous avons des médecins qui ont été formés ici, qui allaient ailleurs et qu'on sort. Quand je me suis rappelé du rôle final de l'éducation, les champs d'action d'un système, d'une éducation complète. Une éducation complète est censée remplir l'homme dans toute son intégralité. C'est-à-dire, lui permettre de maîtriser le savoir-faire nécessaire à la société dont il est censé vivre, le permettre de pouvoir avoir des savoirs généralisés qui le permettront à pouvoir innover naturellement, de permettre à ce que l'individu puisse maîtriser le savoir-être, chose que notre éducation ne nous a jamais appris, et finalement l'être, qui est la connaissance de soi telle que j'ai essayé de le détailler dans le début de cette émission. Or, vous vous rendez compte que l'école coloniale avait primé deux éléments. L'école coloniale avait primé seulement le savoir-faire et puis le savoir, tout en négligeant le savoir-être qui devrait permettre à ce que l'humain soit membre dans une société. Et puis l'être. Le savoir-être, le savoir-vivre, c'est à l'intérieur. Et puis l'être, qui est la connaissance de soi. Parce que vous remarquerez que même l'élite congolaise est remplie d'un obscurantisme extraordinaire. Parce que les théories qu'on a essayé d'établir ici, vous vous rendez compte que même des docteurs ou des licenciés congolais essaieront de vous dire le contraire, tout en se basant avec un livre écrit par les autres. Je fais allusion aux religions dites révélées. Il vous dira, la Bible a dit ceci, ou le Coran a dit ceci. Au moment, en réalité, lorsque vous utilisez votre cerveau, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup des éléments qui sont dits là-bas, qui sont en totale contradiction avec la réalité. Parce que les gens oublient que ce n'est pas un livre historique, ce n'est ni un livre scientifique. C'est un livre sapiensal qui est censé être pour un peuple donné, parce que chaque peuple a sa spiritualité. Or, nous autres, et là, vous faites allusion aux Juifs, pour qui la Bible a été premièrement écrite. Bon, la Bible, la manière dont nous la voyons, c'est déjà pas pour le Juif, parce que le Juif utilise la Torah. La Bible, c'est une création de l'Empire romain, parce qu'il fallait une unité spirituelle pour l'axe auquel... Très bien, nous allons évoluer. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes là, l'émission en mémoire d'un peuple, les savoirs qui sortent de Patrick Balelo, qui est en train d'expliquer les choses par rapport à notre évolution humaine. Nous allons mollo, mais nous apaisons nos téléspectateurs pour dire que nous aurons dans cette série au moins 3 émissions, M. Patrick. Absolument. Parce qu'il y a suffisamment de la matière que nous n'allons pas terminer dans ces 52 minutes pour lesquelles on nous a octroyé aujourd'hui. Ouais. Mais je suis tenté quand même de vous poser cette question. Si nous sommes à la base de l'humanité, et donc l'Africain ou le Noir, quelles peuvent être considérées aujourd'hui comme innovations que nos ancêtres ont eu à apporter par rapport à la civilisation de l'humanité, si je peux poser ainsi cette question. Il faudra le situer. Parce que je vous vois dans une forme de démarche aussi revendicative là apparemment. Il faudra inscrire cette question par rapport au temps.
Parce que les réalisations, quand vous lisez l'histoire des sciences, vous vous rendez compte que les sciences telles que nous les connaissons, eh ben, c'est tout le peuple du monde qui a ajouté un plus à l'intérieur de cela. Et comme je l'ai dit, c'était tout à fait logique que l'homme qui a pris naissance en Afrique, dont les conditions de vie étaient plus ou moins positives, ait pu avoir le temps de pouvoir réfléchir de manière plus rationnelle, plus sophistiquée par rapport à la vie. Vous comprenez cela? C'est tout à fait logique que l'homme en Afrique ait pu réaliser les premières innovations que l'humanité connaît de nos jours. Nous parlerons par exemple de la grotte de Blombos, où on a découvert les plus anciens colorants fabriqués par l'homme pour réaliser de peinture équestre et de l'art pariétal, et aussi de graphisme des dessins constitués de formes géométriques. Il y a même une pierre où on a découvert des tracés géométriques d'une précision qui a démontré que la révolution intellectuelle de l'Homo sapiens a débuté en Afrique et non en Occident comme certains l'ont imaginé avant. Nous parlerons aussi de la grotte de Pinnacle Point, où il est démontré à suffisance, il y a déjà moins 167 000 ans, que l'homme faisait déjà de formes de maquillage et d'esthétique sur le corps. Parce qu'il y a tous les outils qui sont là et ça démontre à suffisance aussi qu'il faisait déjà de la pêche à cette époque-là. Nous parlerons aussi par exemple de la cité de Mpumalanga, une des plus anciennes cités de l'humanité connue de nos jours. Parce que c'était déjà en Afrique où l'homme avait cette facilité-là de pouvoir réaliser l'architecture au fait. Et les mathématiques également. Le mathématique, nous verrons que les plus anciennes traces de mathématiques, de l'existence de la pensée mathématique de l'humanité, eh ben, elles sont africaines. Le premier, on avait trouvé au Congo ici par un Belge durant les années 1950. C'était ce qu'on a appelé le bâton d'Ishangu, l'os d'Ishangu. Vous comprenez? Ça datait au moins de 25 000 ans. Les premiers documents mathématiques de l'existence humaine. Ensuite, il a été découvert en Afrique du Sud, vers la Swaziland, un autre os qu'on a qualifié de l'Ebembo, qu'on a nommé l'os de l'Ebembo, qui date de moins de 35 000 ans avant notre ère, qui démontre à suffisance que c'est en Afrique que les plus grandes réalisations des sciences, des mathématiques, des techniques et consorts étaient découvertes ici en Afrique et a pu émerger en Afrique parce que c'était un rayon où l'homme a pu développer son esprit facilement, comparé aux autres rayons où il a pu habiter après un longtemps ensuite. Ok. Monsieur Patrick Balelo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces premiers numéros. Très intéressant, hein. Je suis tenté de ne pas nous arrêter, mais les règles de télévision nous obligent de respecter notre temps. Comme je le promets à nos téléspectateurs, qu'on aura une suite de numéros, 2 ou 3, selon que le temps vous le permettrait. Parce que là, vous m'avez dit que vous risquez de partir pour longtemps. Mais je n'ai pas aimé cette formule. J'ai dit, bon, même si vous partez, de toutes les façons, un amoureux de l'Afrique que vous êtes, du Congo, vous serez toujours de temps en temps avec nous. Mais je voudrais que vous puissiez conclure par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient par rapport à ces premières matières que nous venions historiquement et chronologiquement de démontrer par rapport à l'existence de l'humanité en général et au noir ou à l'africain que nous sommes. Vous le faites en 1 minute et puis nous clôturons l'émission. Au fait, j'ai voulu faire comprendre premièrement que l'espèce humaine a une seule origine. L'espèce humaine a une seule origine et elle est africaine. Elle n'est pas occidentale ni orientale, mais elle est africaine. Ensuite, j'ai fait démontrer que nous avons une seule unité génétique dans toute l'existence de l'humanité. Donc, on sous-entend, nous avons les mêmes facultés. Vous comprenez cela? Donc, l'humain de l'Afrique ou de l'Occident ou de l'Orient est génétiquement semblable, quand bien même qu'en Afrique, on possède une plus grande variété génétique qui puisse exister. Mais si nous sommes devenus aliénés ou hébétés tels que nous le sommes, ou stupides tels que nous les manifestons de fois, ce n'est pas le fruit de l'inné, mais plutôt de l'acquis. L'acquis est le fruit de l'éducation. Une éducation mensongère conduit à un individu totalement déplacé. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes revenus sur nos origines, particulièrement nous, Africains. Et il faut comprendre l'essence de la démarche de M. Patrick Balelo, qui a été notre invité. Il a voulu démontrer ce qu'il a cité par rapport à sa note. Et vous aurez bien compris quelque chose, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que
nous l'avons accepté d'être ainsi, mais dans nos origines, nous ne sommes pas ce qu'on a toujours voulu nous présenter. Et c'est dans la suite du développement des 2 prochains numéros que vous comprendrez exactement l'essence de notre démarche et pour qu'à la fin, vous puissiez prendre conscience de tout ce que nous avons dit ici. Merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Mention spéciale à Maurice Kimolo, mon réalisateur, Yannick Bamoué qui a été à l'assistance de la production. Merci à toutes nos camérawomen qui sont également avec nous ici. Monsieur Patrick Ballet, le grand merci. Et je dédie particulièrement cette émission à Papan Koussou qui est en train de me suivre quelque part. Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Que l'ignorance et la peur quittent nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs.